Alors, quatrième partie de cette discussion débat, la loi de la rue contre la loi de la République. Les jeunes ne se reconnaissent pas forcément dans les lois de la République, qui sont votées par des gens qui sont d'un autre âge digne des dinosaures, pour eux, qui ne partagent pas du tout avec eux les mêmes valeurs culturelles, qu'ils méprisent, et que par ailleurs, les personnes qui votent les lois peuvent eux-mêmes enfreindre la loi, comme le montrent de nombreuses affaires qui peuvent remonter jusqu'au sommet de l'État. Certains trouvent les lois de la République trop contraignantes et préfèrent donc la loi de la rue, qui est plus proche d'eux et où ils ont l'illusion qu'ils peuvent devenir les plus forts et contrôler ce qui se passe autour d'eux. Qu'en pensez-vous, Ethel? Bon, les lois de la République. La loi de la République, c'est la loi de la Ve République qui encadre les citoyens en fonction des valeurs. Et la Ve République, elle commence en 1958, après la Quatrième République, qui, elle, a commencé en 1946, juste après la guerre, en 1945, qui était effectivement votée, imposée, là pour le coup, la loi du 2 février 1945 qui créait l'éducation surveillée et donc et dont le préambule, c'est la France n'est pas assez riche de ses enfants pour ne pas en prendre soin. Bon, donc voilà. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Actuellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Actuellement, les valeurs ont changé. De fait, l'individu est central, l'individualisme. Et l'individu, il est en situation de client, il est en situation de consommateur, avec les attentes et les exigences qui vont avec, et les normes de nos républiques, parce que c'est pas tout à fait absent, c'est pas tout à fait partie de nos esprits, ça reste quand même dans le fond de l'esprit et des valeurs, tout de même, les normes de la République qui font que nous attendons des dirigeants qu'ils fassent et qu'ils nous satisfassent. Voilà. Et la question, là où je vous rejoins, ne devrait, alors je la lis, hein, je vais finir, pardon, ne devrions-nous pas entrer dans une période plus impliquée dans la vie politique, qui soit participative, collaborative, je ne sais pas quel nom lui donner, mais en fait, est-ce que nous ne devrions pas entrer dans assister aux conseils municipaux, investir toutes les instances de décision, parce qu'il y a la place prévue, il y a une place prévue dans ces instances-là pour le citoyen. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce que c'est pas une piste, ça, pour le coup? Ah, Parce que je réagis juste sur ce point. Il y a des conseils municipaux pour les jeunes. Je sais qu'il y a certaines oui, municipalités qui font ça. Et effectivement, mais c'est peut-être c'est un rôle un peu anecdotique, on va dire, c'est ça. Voilà, c'est oui, essentiellement de la oui, c'est très bien, et puis communication. ça dépend, mais c'est super. Enfin, je veux dire, ceux qui participent à ça, après, on espère qu'ils se présenteront aux élections, quoi, parce que Hmm. franchement, ils seront bien formés. Mais c'est vrai que sinon, c'est anecdotique, effectivement, c'est pas suffisant. Et puis, bah, les valeurs et la loi de la rue, en fait, je pense qu'elles valent, ce que j'en sais, elles valent les valeurs et la loi royaliste, hein, dont nous ne sommes pas tout à fait si éloignés que ça. Mais en même temps, il y a un chef et puis on ne discute pas les décisions du chef, quoi, hein. Il y avait Donc, Julien qui avait une... c'est pas démocratique, quoi. Oui, il y avait une question de Julien, je pense. Oui, une question qui est sur les moyens et les outils qu'utilise la délinquance de nos jours actuellement via les outils des réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux en eux-mêmes ou les outils de messagerie instantanée de ces propres réseaux sociaux, et qui pourraient concerner la vente de drogue ou la prostitution. Est-ce qu'il y a aujourd'hui assez de contrôle sur ce type de réseau pour éviter ces délinquances et la circulation de l'information qui n'était pas possible à cette vitesse-là il y a 20 ans? Donc, que pensez-vous en règle générale de cette cyberdélinquance juvénile et de son traitement en fait? Sociaux, la cyberdélinquance, comme vous dites, enfin, en tous les cas, les questions de harcèlement, etc., qui sont de la délinquance, hein. Enfin, je veux dire, c'est un délit qui est puni par la loi, c'est certain. Mais effectivement, ça devrait être, ça pourrait être, et ce sera, je pense,
ces procédures qui sont utilisées. Pourquoi? Parce que les jeunes qui font ça ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. En fait, ils ne s'en rendent pas compte. Ils jouent. Ils se rendent pas compte du résultat. Je veux dire, y compris quand ils jouent, enfin quand ils sont avec des armes et tout ça. Enfin, quand un crime est commis, ils se rendent compte que le crime est commis. Ils vont tuer, mais ils réalisent pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai un exemple, hein. Un collègue, un ami qui est prof dans un lycée professionnel en région parisienne. Il y a la mère, la sœur, plutôt, la grande sœur d'une petite fille et d'un de ses élèves en même temps, qui a interpellé, enfin qui a attrapé en bas de leur immeuble dans la cité, qui a interpellé un gamin qui avait fait comment dire, mis sur les réseaux sociaux et harcelé la petite sœur sur les réseaux sociaux. Elle l'a disputé. Le môme, il est monté dans les étages, il est allé chercher un couteau de cuisine, il a planté la nana. Ben voilà. Et elle est morte. Et ben, en fait, il ne s'est pas rendu compte qu'effectivement, elle allait mourir en faisant tous ces trucs-là. Ils ne se rendent pas compte. Il y a des jeux sur les ordinateurs sans arrêt, où tout le monde se tue sans arrêt, ils ne se rendent pas compte. Je vous montrais tout à l'heure une affiche, enfin une publicité qui était, c'est dans 20 minutes, hein, voilà, qui justement parle du cyberharcèlement, qui parle de l'usage des réseaux sociaux. Ça veut dire les nanas qui se font des selfies, des trucs bon, entre elles, quoi. Voilà, on fait ça en privé, on fait d'habitude en privé, et là, elles le mettent sur les réseaux sociaux, et bon, bah voilà, ça a des conséquences. Voilà. Et les mômes ne se rendent pas compte. Et les adultes, pas toujours non plus, je dois le dire. Oui, ça fait le lien avec la question de Julien sur le harcèlement. Julien, si tu veux bien la poser. Oui, donc je vais la faire plus courte puisque c'est en partie répondu. Donc je vais juste passer à la deuxième partie de ces questions. Est-ce que là, du coup, ça serait pas à compléter avec une éducation des parents ou pour leur apprendre à justement d'en discuter avec leurs enfants, quel que soit le milieu social. Je pense que le problème est le même. C'est leur rapport aux réseaux sociaux, aux conséquences, à l'image qui est... Parce que le harcèlement a toujours existé. Avant, c'était des verbales ou peut-être physiques en poussant, mais là, les conséquences sont moins prises en compte parce que ça s'apparente à une image sur un réseau social, mais les conséquences sont beaucoup plus graves. Et on voit que de nos jours, ça pousse à des suicides. On a plein d'affaires en cours actuellement qui sont assez médiatisées là-dessus. Et quelle est vraiment l'articulation qu'il pourrait y avoir entre éducation, parents et enfants sur cette question-là? Je crois que c'est en train de se construire, hein. Il y a les associations, il y a, je vous dis, cette image dans la presse. Voilà, enfin, je veux dire, c'est vraiment en train de se construire. L'Expo 13-18 qui est faite par les personnels de la PJ dans les écoles aborde aussi cette question. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui essaye, qui est en train de se faire, hein, je pense, véritablement pour lutter contre ça, parce que c'est ce qu'on disait aussi sur les nouveaux métiers, hein. On les découvre, et là, on découvre des fonctionnements et l'usage que font les jeunes de ces fonctionnements. Et à nouveau, je reviens avec ma perception de cette jeunesse qui nous montre les difficultés, qui nous montre les spécificités de notre société à un moment donné. Là, ils le mettent vraiment en évidence. Parce qu'on a entendu des trucs sur des acteurs, des personnalités qui se plaignaient parce que sur Twitter ou sur je sais pas quoi, on disait du mal d'elle, je sais pas quoi. Enfin bon, on entend des trucs comme ça dans les... n'importe où. Mais voilà. Mais là, c'est dans la vie quotidienne que ça intervient, et c'est dans la vie quotidienne des jeunes. Et des familles. Oui. Et des familles.
Oui, tout à fait. Comment Tout à je veux fait, dire, les merci. gamins, ils veulent avoir un téléphone dès qu'ils ont une dizaine d'années, et peut-être un peu moins dans pas longtemps. Et ils veulent avoir un téléphone parce que quand même, machin, bah, juste, est-ce que c'est possible? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que comment les parents vont faire? Voilà, hein. Et là, effectivement, il y a des associations, puis il y a toutes des valeurs qui vont se remettre, enfin, des valeurs, j'en sais rien, mais en tout cas, des pratiques qui vont se mettre en place en fonction de ces nouvelles technologies, c'est certain. Mais voilà. Et comment on y participe? Alors, moi, j'ai pas la solution. C'est sûr. Ok, merci. Gabriela a une question. Oui, alors la dernière question concernerait les problèmes socioculturels et liés aux religions. Et est-ce que vous auriez une idée pour remédier à ces problèmes et peut-être trouver une solution? Je dis comme ça que c'est un problème sociétal qui est répandu largement dans le monde. Ça ne touche pas que la jeunesse, là, ici en France, hein. C'est un repli identitaire qui concerne tous les âges, toutes les appartenances sociales. C'est ça, vraiment. Enfin, c'est pas que ici, maintenant, nous, quoi. Pour ce qui concerne la jeunesse en France, et je pense que l'interculturalité n'est pas assez prise en compte. Pas assez, pas assez. Notamment à l'école. Il y a des vagues d'immigration. Voilà. Ben, c'est pas pris en compte au plan culturel à l'école. Les deuxième et troisième générations, c'est ce que je vous disais, ben, finalement, ils appartiennent ni à la société ici, ni à la société d'origine de leurs parents. Donc, ils sont nulle part. Ils appartiennent à aucune culture véritablement. Ils ne sont pas terribles en français. Eux, ils ne savent plus trop parler la langue du pays. Ils ne savent pas forcément l'écrire. La lire, j'en sais rien, ça dépend. Voilà. Dans une famille fragile, bah, le jeune, il s'allie à un groupe de référence. Et c'est une bande ou un gourou. Un gourou, ça veut dire, je ne vais pas donner des... Je ne vais pas mettre des marques, hein, mais voilà, c'est les uns ou les autres. Voilà. Mais pas que dans les familles fragiles, c'est toute classe sociale confondue, hein. Ça concerne les catholiques, ça concerne les israélites, ça concerne les musulmans. Bon, c'est les trois religions monothéistes qu'on connaisse là ici. Donc, voilà, il y a trois marques et il y a des groupes qui se constituent autour de ces trois marques. Mais c'est comme tout le monde fait. Ça veut dire que tout le monde, vous, moi, tout le monde, on choisit des groupes d'appartenance. On appartient à telle association, on a tel groupe d'amis, on a tel groupe, on n'appartient pas à un groupe, voilà, comment tu dis? Un groupe unique. Un groupe unique. Voilà, il y a une multi-appartenance. Voilà. Donc, bah, les gamins, ils sont là-dedans, hein, et puis, bah, eux, bah, voilà, c'est ça. Pour le moment, moi, j'ai pas de solution, hein. En classe, ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un travail qui soit fait véritablement sur les différentes cultures d'origine des enfants, pas à la manière de Samuel Paty, je préférerais pas parce que c'est un peu chaud quand même, mais en même temps, voilà, quoi, qu'il y ait vraiment un travail qui soit fait sur les cultures. Ça veut dire que les gamins, ils puissent parler de leur culture d'origine, que les parents puissent intervenir aussi. Mais il y a des trucs hein, qui sont comme ça, mais c'est au bon vouloir de l'institut ou du prof hein, qui fait ces trucs-là. Il y a des gamins, il y a des profs qui organisent des trucs où bah, les mômes, ils amènent des repas, ils amènent des plats, voilà, ou des costumes, où ils font une fête de tel pays, une fête d'une autre. Voilà, il y a des choses comme ça qui se font, et puis il y a un travail interculturel qui serait moins même, comment dire, institutionnalisé, enfin, dans le divertissement, mais qui serait vraiment, qui parlerait de la culture et ce qui font d'une culture, quoi. Voilà. Ça se fait, mais je pense que ça se fait pas. Ça se fait pas. Et puis en plus, il y a des différences notables, je pense, entre la ville, la campagne, les grandes villes. Maintenant, discussion, on a commencé à en discuter d'ailleurs. Julien, en ce qui concerne la partie loi républicaine, loi de la rue et diverses lois sociétales autour,
Oui, une question, enfin une solution, moi, ce serait de discuter d'une justice plus rapide. Bien sûr, je sais qu'il y a des comparutions immédiates, mais une justice aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on saisit la justice pour que ce soit plus rapide et de manière plus accessible pour tous. Parce qu'effectivement, quand on vient d'un milieu favorisé, on peut saisir la justice avec un avocat. Quand on vient d'un milieu défavorisé, ben, on est obligé de passer par l'aide juridictionnelle, et donc ça fait des mois d'attente pour avoir une réponse, et la justice est saisie après. Donc ça prend des proportions qui sont de l'ordre du mois, du semestre, de l'année, et ce serait une vraie solution de pouvoir accélérer tout ça. Ah bah, je suis d'accord. Mais moi, j'avais lu votre question au départ comme concernant exclusivement la juridiction des mineurs. Pour ce qui concerne législation, pardon, la juridiction, elle ne bouge pas tant que ça pour le moment. Mais la législation des mineurs, pour ce qui concerne la législation des mineurs, eh ben, elle bouge. Parce que là, en septembre 21, va entrer en vigueur une nouvelle loi, la loi de février 45 est abrogée, et la nouvelle loi va rentrer en vigueur et qui va faire en sorte que ça ne va pas se modifier radicalement, sauf en termes de rapidité pour le coup. Ça veut dire que quelqu'un qui commet un délit, il est arrêté par la police, bon, voilà. Le procureur est informé, et voilà, donc il est présenté au tribunal ou pas présenté au tribunal, peu importe, en tous les cas, voilà. Il y a une information qui est ouverte concernant les faits, mais concernant, il y aura, c'est ce que je vous décris, c'est la loi qui va rentrer en vigueur. Une information ouverte concernant les faits, certes, mais aussi de manière approfondie, concernant l'histoire du gamin, la vie du gamin, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, où il en est, tout ça, et ça durera un maximum de 3 mois. Qui existe, c'est des investigations qui existent déjà, qui sont pratiquées déjà, mais qui auront lieu là immédiatement, tout de suite, quand quelqu'un est interpellé. Et au bout de 3 mois, le jeune sera jugé pour les faits. C'est-à-dire qu'il sera décidé, il sera défini sa culpabilité ou sa non-culpabilité. S'il est coupable, la peine encourue, et ce qui peut être de la prison avec sursis, etc., des mesures éducatives, un placement, enfin toutes sortes de mesures éducatives qui peuvent être définies, et une indemnisation de la victime si nécessaire, et une réparation si nécessaire des faits commis. Et au bout de 6 mois, 9 mois après ça, après ce jugement qui concerne les faits, le délit lui-même, le jeune sera jugé à nouveau par la même instance, tribunal pour enfants, par la même instance qui portera un regard sur ce qui se sera passé pendant ces 6 ou 9 mois. Ça veut dire de quelle manière il a évolué pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il a intégré les choses et tout ça. Pour un enfant, pour un adolescent, c'est très difficile de plus avoir de vision de ce qui va se passer, après avoir commis des ah bah ça y est, je suis passé au tribunal, comme je vous disais tout à l'heure, super, moi je suis un mec, machin, je suis passé au tribunal. Et puis après, bah vas-y, tu vois ton éduc, ouais, tu vois pas ton éduc, il te menace d'aller voir le juge des enfants, ah bah d'accord, bon bah voilà, enfin je veux dire, j'exagère évidemment, mais bon, voilà, là c'est l'institution qui se pose. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et je vais terminer là-dessus sur cet aspect des choses. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, quelqu'un se conduit d'une manière qui n'est pas admissible par une société, par les lois de la société. Il se met hors la loi. Il se met hors la loi. Et pour rester dans la société, eh ben, c'est l'institution, la dernière institution, c'est la justice qui va lui dire « Ah ben non, mon gars, là, ça ne va pas. Tu restes dans l'institution. D'accord, tu vas en prison, mon petit, mais tu restes dans l'institution, tu restes dans notre institution, tu restes dans notre société, tu en fais partie, et tu dois apprendre les lois de cette société. »
Et là, vraiment, c'est le rôle de l'institution et c'est le rôle alors, de la République, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est le rôle de ce pays de faire ces choses-là. Voilà. Et d'assurer un suivi, finalement, de mettre en place un suivi. Que ce ne soit pas juste une condamnation ponctuelle. Complètement. Et après, il peut y avoir un autre, bien évidemment, hein, qui peut aller jusqu'à 21 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité légale, mais il peut y avoir un accompagnement jeune majeur, enfin c'est prévu. Voilà. Enfin bon, ça coûte un peu de sous, donc ils vont mollo, c'est sûr, mais en même temps, il existe. Je pense qu'on peut aller à l'intervention de Stéphane, qui voulait dire quelque chose à cet endroit-là. Peut-être tu pourrais nous parler un peu de la question de la future société. Est-ce que pour toi, ça serait une bonne chose de laisser l'individu choisir sa vie professionnelle, alors qu'il soit d'ailleurs délinquant ou pas, mais essayer en fait de le soutenir financièrement tout au long de sa vie pour ce qu'il puisse s'orienter avec des mesures d'accompagnement? Ah bah oui. Ah bah oui, clairement. Clairement, clairement, clairement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait, enfin, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Enfin, je veux dire, dans comment dire, les démarches, enfin les associations, les démarches associatives concernant l'emploi et la reconversion professionnelle ou le choix d'une profession, effectivement, je veux dire, que l'emploi, ils n'y arrivent pas, ils sont saturés, ils tournent tous le carton, ils sont en arrêt de maladie, ils n'y arrivent plus, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont besoin effectivement d'être épaulés par des associations ou des entreprises, d'ailleurs. Je veux dire, qui s'occupe de ça. Et bien sûr, bien sûr. Et puis maintenant, c'est la norme. Je veux dire, autant les gens de ma génération et peut-être ceux de mes enfants, j'en sais rien, mais en tout cas, les gens de ma génération, fallait avoir un emploi stable. Et puis après, quand on changeait de boulot, on regardait notre CV, les employeurs regardaient notre CV, ils disaient oh, ben alors elle est instable, elle a changé de boulot, on ne peut pas compter sur elle. Hein, je veux dire, si vous avez un CV et que vous n'avez pas changé de boulot, bah, pour quel lourdeau, je ne sais pas ce qu'on va en faire, quoi. Donc, c'est vraiment d'autres normes qui ont valeur là maintenant, enfin, je veux dire, qui sont prises en compte là maintenant. Donc, effectivement, pour que les jeunes soient accompagnés pour choisir, effectivement, pour choisir, pour ensuite se rentrer dans, enfin, se reconvertir. Après ce qu'on vient de dire, je fais attention, en tout cas, qu'ils changent de boulot et qu'ils apprennent un autre métier, bah oui, bien sûr. Oui, mais comment tu vois, par exemple, la relation entre l'aspect individualisme, on est avec des gens qui sont formés dans cette voie-là, ce caractère, et puis justement tout ce qui est lié aux valeurs collectives, parce que l'emploi, il s'insère dans un tissu collectif. Donc, comment tu vois du côté éducationnel le recentrage vers des valeurs collectives où finalement tout le monde est solidaire? Comment tu perçois ça? Parce que j'imagine que c'est un mécanisme qui se joue au cœur de l'accompagnement du, entre guillemets, délinquant. C'est-à-dire on le réinsère dans des rapports avec les autres, ah oui, avec des altérités, et on reconstruit ce tissage. Donc si on étend ça, on peut l'étendre aussi au rôle. Mais c'est ce que, enfin, je vous saoule avec ma voix là, mais l'association, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, c'est avec des gens extérieurs, avec des intervenants extérieurs, avec des gens qui sont présents, avec des mentors, avec voilà. Hein, c'est vraiment et avec un travail collectif. Comment se fait, des gens, oui, mais par rapport à ta propre expérience, comment se fait la bascule entre quelqu'un qui est, on va dire, qui est rejeté du groupe d'une façon ou d'une autre, hein, et quelqu'un qui finalement réaccroche. Et donc là, il y a de la vraie. Ah bah ça, c'est un travail. Ah bah carrément, ça c'est un travail éducatif, hein, c'est clair, hein, parce que les gamins, bah, c'était ça avec les classes relais et les UEAJ, ça veut dire unité d'action éducative du jour. Eh bien, c'est ça, hein, ça veut dire ils n'ont pas beaucoup de classes,
il y a un peu d'enseignement, mais il y a des jeux, il y a des sorties, il y a du temps individuel, voilà, il y a des sorties culturelles, il y a des tas de choses, enfin voilà, qui font que petit à petit, on essaye de faire en sorte que le gamin, il ait goût à apprendre, quoi. Il se dise, ah bah oui, finalement, tiens, en fait, c'est vrai, je parle le français, je vais dire l'arabe, c'est facile, hein. Je parle l'arabe, j'en ai connu un comme ça. Et je parle le berbère, bah oui. Bah tiens, finalement, bah pourquoi j'apprends pas bien l'anglais, moi? Je suis un peu ou quoi là? Voilà, enfin, je veux dire, de se rendre compte, de réaliser bah, qu'ils ont des capacités et qu'ils ont des potentialités et qu'ils peuvent les utiliser, qu'elles ont valeur là ici et qu'elles peuvent apporter quelque chose à l'autre. Mais pour ça, c'était d'où on partait pour la question de la délinquance. Mais pour ça, il faut que la personne, elle se soit un petit peu décentrée et qu'elle ait suffisamment mûri pour pouvoir voir à l'extérieur ce qui se passe, quoi. Et effectivement, là, elle peut entrer dans l'aide à l'autre, le soutien à l'autre, la vie collective et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un travail éducatif à faire. Et c'est pour ça que c'est important qu'à l'école, enfin, une des solutions, bah, on va y revenir, mais je l'ai dit déjà, et puis je la répéterai, je la répéterai, je la répéterai. Et j'ai saoulé les gens pendant des années pour ça s'est toujours pas fait. Mais qu'il y ait des éducateurs dans les écoles. Pas dans chaque classe, mais qu'il y ait des éducateurs dans les écoles. Et je vais vous dire, il y a des écoles privées où ils ont des éducateurs. Et pas dans l'école publique. Ça coûte trop cher. Oui, alors justement, c'est la question un peu de la valeur des choses. Est-ce qu'au niveau politique global, est-ce que ça serait intéressant de passer d'un produit intérieur brut à un porte-bonheur ou quelque chose qui chiffre la qualité, la qualité de joie, la qualité de la relation, la qualité d'être? Je crois que dans les trucs statistiques, là, il y avait quelque chose comme ça. Hein, ça me dit quelque chose. Mais bon. Par contre, moi, ça me fait penser à un économiste dont j'ai pas retenu le nom, hélas, il y a une vingtaine, peut-être un peu plus d'années, qui Jean-Paul Tirole, l'économie du bien commun. C'est possible, ouais, c'est possible. Et le gars, il disait, bah, en fait, les jeunes, c'est pas aux vieux qu'il faudrait donner des sous, parce que les vieux, la plupart, ils ont gagné leur vie, ils ont la retraite, ils ont tout ce qu'ils, enfin voilà, ils arrivent à vivre, quoi. Mais c'est pour les jeunes, il faudrait permettre aux jeunes jusqu'à 30 ans d'avoir un revenu régulier, de pouvoir travailler, de pouvoir prendre du temps, de pouvoir chercher, de pouvoir changer d'emploi, de pouvoir se poser dans la vie avant de s'inscrire dans la vie. Et puis voilà quoi. Et donc là, ça aurait sens. Et bien, effectivement, il faut repenser la société. Je suis d'accord.